Cette vidéo est une FAQ, une foire aux questions. Je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées sur YouTube ou sur Instagram, sur tout ce qui touche à la photo culinaire. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je publie une vidéo tous les samedis. On va commencer cette fois aux questions par les questions techniques en photo, puis on passera aux questions sur le business qui représentent la majorité des questions reçues. Première question, comment s'équiper en éclairage pour faire des stop motion? C'est une question de Aurore. Pour les stop motion, je recommande effectivement la lumière artificielle afin d'avoir une lumière constante sur chaque photo et passer moins de temps à la retouche. Quand on shoot en lumière naturelle, la luminosité peut changer, la couleur de la lumière en fait, et ça en très peu de temps, s'il y a un nuage qui passe devant le soleil ou si vous shootez sur une longue journée. Donc c'est vraiment très dérangeant, on ne peut pas le maîtriser, tandis qu'avec la lumière artificielle, si l'on utilise un matériel de qualité, on a normalement une lumière constante et du coup ça évite ces changements de couleur ou de luminosité d'une photo à l'autre. Je conseille aussi de se mettre en mode manuel, notamment pour la température de couleur, afin d'éviter que l'appareil ne change les réglages d'une photo à l'autre. Vous savez, le stop motion, en fait, c'est une succession de photos prises les unes à la suite des autres. Alors, pour le matériel, il faut déjà savoir si vous souhaitez utiliser une lumière continue ou un flash, car les deux sont possibles pour un stop motion. Je vous ai mis dans la description de cette vidéo un quiz pour vous orienter vers l'un ou l'autre en fonction de votre besoin. En lumière continue, je recommande une lumière de type LED qui aura une température de couleur proche du soleil. Et en flash, vous pouvez soit utiliser un flash Cobra ou un flash Studio, mais un flash Cobra peut suffire sans problème et ce sera beaucoup plus abordable. Vous trouverez également un guide sur le matériel en lumière artificielle pour débutants en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Comment filmer des ingrédients en mouvement? Donc ça, c'est une question posée par Coffret Délices. De base, la vidéo permet de filmer un mouvement. D'ailleurs, s'il n'y a aucun mouvement dans votre vidéo, celle-ci risque d'être ennuyante, sauf si c'est la caméra qui se déplace. Donc pour la vidéo, on va reprendre les mêmes règles que pour la photo d'action, à savoir bien faire sa mise au point en manuel, là où a lieu le mouvement, parce que c'est important que le mouvement soit net. Certains appareils sont dotés de mise au point automatique assez performante, mais si ce n'est pas le cas, on peut avoir soit le mouvement qui est flou, donc si on n'a pas choisi là où on voulait faire la mise au point, ou une sorte de va-et-vient quand l'appareil fait sa mise au point, ce qui est très gênant en vidéo. C'est pourquoi je recommande la mise au point manuelle. Deuxième réglage, c'est une ouverture adéquate de façon à avoir l'ensemble du mouvement net. Donc évitez les ouvertures trop grandes et si le mouvement est de bas en haut, ce qui est souvent le cas, privilégiez un angle de prise de vue de face de façon à avoir le mouvement net de haut en bas sans pour autant utiliser une ouverture trop faible. Troisième réglage, la vitesse, c'est là où on va faire la différence avec la photo. La vitesse, elle est fixée en fonction du nombre d'images auxquelles vous allez filmer. Si vous filmez en 25 images par seconde, la vitesse doit être de 1/50e de seconde. En fait, la vitesse doit toujours être 1 sur le double de la cadence. La cadence étant le nombre d'images auxquelles vous filmez. Donc ça se règle dans les paramètres de votre appareil photo. Et vous vous demandez sûrement comment on choisit le nombre d'images par seconde. Cela va dépendre de la vitesse que vous souhaitez obtenir lors du montage. Est-ce que vous souhaitez une vidéo qui soit à un rythme normal? Dans ce cas-là, un 24e ou un 25e de seconde, ce sera parfait. Soit vous souhaitez utiliser un ralenti et dans ce cas-là, il faudra utiliser une cadence plus grande. Si cela vous paraît complexe, j'ai une formation dédiée à la vidéo culinaire dans laquelle j'explique tout en détail. Mais en tout cas, je vous recommande vraiment de faire un maximum de réglages en manuel pour la vidéo. On passe maintenant aux questions business. Première question, que choisir comme code APE ou NAF pour photographe et styliste culinaire pour une micro-entreprise? C'est une question d'Océane. APE, ça signifie activité principale exercée. Il s'agit de l'activité principale. Donc vous pouvez être à la fois photographe culinaire et community manager par exemple. Dans ce cas, il faut choisir un code APE qui correspond à l'activité qui représente la plus grosse partie de votre chiffre d'affaires. Donc soit la photo, soit le community management. Le code APE, il est composé de 4 chiffres et une lettre. Pour les photographes culinaires, je recommande le code 74.20Z qui correspond à activité photographique. Et dedans, on va trouver la production photographique réalisée à titre commercial ou privé, donc ce qui correspond
notamment à la photo culinaire. C'est le code que j'utilise. Deuxième question, qu'en est-il des droits d'auteur pour micro-entrepreneurs? C'est également une question d'Océane. Le souci que l'on a en tant que photographe, c'est qu'il existe autant de statuts que de types de photographie quasiment. On peut être en micro-entreprise, on peut être en société, on peut avoir le statut d'artiste-auteur et parfois notre activité nécessite de cumuler plusieurs statuts. On entend souvent dire qu'il faut absolument avoir le statut d'artiste-auteur pour pouvoir facturer des droits d'auteur. Alors, je ne suis pas avocate, je ne suis pas une spécialiste de la question, donc je vous ai mis dans la description de cette vidéo un article rédigé par une avocate qui explique que c'est à la fois vrai et faux. À partir du moment où on est l'auteur d'une œuvre, quelle qu'elle soit, on peut réclamer des droits d'auteur. Mais effectivement, si votre activité consiste principalement à vendre des photos avec des droits d'auteur, dans ce cas-là, il est fortement recommandé d'être artiste-auteur pour pouvoir facturer ces droits d'auteur. Mais si cela ne représente pas la plus grande partie de votre activité, dans ce cas, il est possible de facturer des droits d'auteur en plus de création de recettes par exemple ou de community management en tant qu'auto-entrepreneur. Tout va dépendre du ratio et de vos activités. Si vous faites 50-50, c'est-à-dire que vous allez avoir des factures qui vont être juste pour de la vente de photos avec droit et d'autres des factures où vous allez avoir à la fois création de recettes et photos, dans ce cas-là, je vous conseille de cumuler les deux statuts, le statut d'artiste-auteur et le statut de micro-entrepreneur. Dans tous les cas, je vous conseille de vous faire conseiller ou accompagner et pourquoi pas de contacter directement l'URSSAF. Question de Caroline, comment trouver et attirer des clients? Alors c'est une question qui nécessitera une vidéo à part entière car il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de techniques différentes. Pour la partie trouver des clients, cela consiste la plupart du temps à démarcher. Alors il y a plusieurs types de démarchage. Vous pouvez envoyer des mails, vous pouvez donner vos cartes de visite à vos prospects locaux, par exemple au restaurant autour de chez vous, ou les personnes que vous allez rencontrer lors d'un événement. Vous pouvez également utiliser votre réseau, parler de vous à votre entourage. Peut-être que quelqu'un connaît quelqu'un qui pourrait avoir besoin de vos services. Pour la partie attirer des clients, il y a plusieurs techniques également. Le bouche à oreille, la présence sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, sur les sites de mise en relation entre clients et freelance, dans les annuaires spécialisés, dans les médias, etc. Personnellement, j'utilise un mélange des deux, mais il est vrai que je m'appuie surtout sur la création de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur mon blog, pour pouvoir montrer ce que je suis capable de faire et pouvoir ainsi attirer les clients. Mais quand on débute, on ne peut pas se permettre d'attendre que les clients viennent à nous. Pourtant, il faut aussi allouer une partie de son temps à la création de contenu, quelle qu'elle soit, car cela finit toujours par payer sur le long terme. Mais au début, quand vous allez commencer, il faut surtout passer beaucoup de temps à démarcher pour pouvoir trouver des clients, tout en mettant en place une stratégie qui va permettre d'en attirer d'autres. Autre question de Caroline, comment définir son prix? Pareil, il n'y a pas une seule façon de définir ses tarifs. Je vais vous dire celle que j'applique et que je recommande à mes élèves. La première étape consiste à faire une étude de marché pour connaître la fourchette basse et la fourchette haute du tarif de photographe culinaire. Cela vous aidera une fois que vous aurez déterminé votre tarif pour voir s'il n'est pas déconnant. La deuxième étape, vous allez recenser vos charges et le salaire que vous aimeriez vous verser. Attention, on a tendance à oublier certaines charges, donc pensez à tout. Votre matériel photo évidemment, lumière artificielle peut-être, le stylisme culinaire, etc. Mais attention, si vous venez de changer votre appareil photo, ne vous dites pas que ce n'est pas la peine de le compter. Prévoyez un montant à allouer par mois pour pouvoir le remplacer à la fin de sa durée de vie. Ça vous évitera de débourser un gros montant une fois tous les 3-4 ans par exemple. Pensez également à l'assurance, à la location du studio, même si vous travaillez de chez vous. C'est comme si vous louiez une partie de votre appartement ou maison à votre activité. Pensez au forfait téléphone, internet, à l'URSSAF, toutes les charges, tous les impôts, aux formations que vous allez suivre, etc. Ensuite, vous allez identifier le nombre de jours moyens que vous comptez facturer par mois. S'il y a 20 jours ouvrables dans le mois, ne comptez pas facturer 20 jours. Car en réalité, dans l'année, vous allez prendre des congés. Donc il y a des semaines qui ne seront pas travaillées. De plus, vous avez des tâches à réaliser pour lesquelles personne ne va vous payer. La comptabilité, la formation, le démarchage, la création de contenu dont on parlait juste avant, etc. Je vous conseille grand maximum de miser sur 10 jours facturables par mois. C'est vraiment le grand maximum. Vous pouvez ensuite diviser vos charges par le nombre de jours que vous avez identifiés et vous obtenez un taux journalier que vous allez pouvoir comparer au prix du marché défini à l'étape numéro 1. Si vous êtes débutant et que vous vous trouvez dans la fourchette haute, il va sans doute falloir revoir ce taux à la baisse et vice-versa. N'hésitez pas aussi à revoir ce taux calculé s'il ne correspond pas à la valeur que vous pensez apporter à vos clients. Par exemple, vous êtes dans la fourchette basse et vous pensez avoir quand même pas mal d'expérience, donc pouvoir proposer un taux un peu plus élevé.
Attention, le plus important, c'est que votre activité soit rentable. Ensuite, pour définir le tarif d'une prestation, il ne vous restera plus qu'à estimer le temps qu'elle va vous prendre et le multiplier par votre taux journalier ou taux horaire. Comment arrives-tu à concilier le pro et le perso? Question de Karine. Alors c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, maintenant que je suis 100% à mon compte, car avant j'exerçais cette activité en parallèle d'un travail à temps plein et pour le coup je n'avais pas du tout d'équilibre, je travaillais tout le temps. Maintenant, passé 18h30, 19h grand max, j'éteins le PC et je ne bosse plus, sauf cas exceptionnel comme je peux le faire en ce moment avec les lives pour le sommet culinaire, mais c'est assez rare. Il m'arrive même de faire de longues pauses en journée et le week-end, je ne shoote plus sauf si shooting client exceptionnel, typiquement les shootings restaurants, et dans ce cas, je rattrape la journée en semaine. Si l'on part en week-end ou en vacances, je ne bosse pas et je suis beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux sans pour autant culpabiliser. Donc c'est vrai qu'avec notre activité, c'est un peu dur de couper complètement, mais il faut apprendre à le faire et être beaucoup moins présent. J'écoute également beaucoup plus mon niveau d'énergie. Si je suis pleine d'énergie, je vais beaucoup travailler, faire de longues journées. Sinon, je vais me mettre plutôt en off ou me consacrer sur des tâches comme la formation par exemple. C'est une question vraiment très intéressante car quand on exerce sa passion comme métier, on n'a pas l'impression de travailler et on peut vite oublier de couper. Mais c'est vraiment important de le faire pour sa santé et aussi pour sa créativité. Je me rends bien compte que quand je fais des coupures, je reviens beaucoup plus inspirée, avec beaucoup plus d'énergie et ça se ressent sur mon travail. Pour conclure, j'ai instauré des moments de travail et surtout des moments off que je respecte au maximum au quotidien. Ensuite, je planifie mes tâches sur mes moments de travail en priorisant. Donc tout ce qui va être pour les clients, ça va être vraiment ma priorité numéro 1 et le reste va passer après. Par exemple, la création de contenu gratuit. Si je n'ai pas le temps de faire le reste, je ne dramatise pas, notamment en tout ce qui concerne la création de contenu. Par exemple, avant, je dramatisais quand je ne tenais pas le rythme d'un article par semaine sur mon blog. Depuis le début de cette année, il y a plusieurs semaines où je n'ai rien publié et cela ne m'a pas empêché de dormir. Donc il faut apprendre à le faire. Il faut apprendre à s'écouter et éviter de se comparer aussi à ce que l'on peut voir sur les réseaux parce qu'on peut avoir l'impression que les gens sont beaucoup plus productifs que nous. Comment as-tu identifié ton client cible? Est-ce un processus long? Peux-tu décider de le changer? Une question de Julia. Une question d'ailleurs très importante encore une fois. La recherche du client idéal est une étape clé dans son activité. D'ailleurs, c'est un point qui sera abordé au sommet de la photographie culinaire comme la plupart des sujets abordés dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé et que vous avez envie de développer votre activité, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le sommet dans la barre d'infos. Le client idéal détermine tout ce que vous allez faire par la suite. Votre façon de démarcher, votre communication, votre présence en ligne, votre style, vos tarifs, etc. Alors oui, on peut décider d'en changer sans aucun problème. Par contre, il ne faut pas en changer tous les 5 matins, sinon vous allez perdre en cohérence dans votre communication. Je vous ai mis le lien d'un podcast de The Bee Boost sur le client idéal qui pourra vous servir dans la barre d'infos. Elle explique vraiment toutes les étapes pour déterminer son client idéal. Pour le définir, il faut se poser et réfléchir à qui vous avez envie de servir, comment et pourquoi. Si vous avez déjà travaillé pour des clients, vous pouvez noter ceux avec qui vous avez aimé travailler et pourquoi, et vice-versa, ceux avec qui vous ne voulez plus travailler et pourquoi. Ensuite, demandez-vous par exemple avec quel type d'entreprise vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez faire de la photo culinaire pour des restaurants de type fast-food, petits restaurants local ou resto étoilé, ou alors des marques de la grande consommation, ou plutôt des petits producteurs, des marques bio, des artisans, etc. Est-ce que vous voulez principalement avoir des clients sur le court terme ou le long terme qui partagent quelles valeurs ou qui ont quels besoins et qui sont à la recherche de quel type de photos? Donc posez-vous vraiment toutes les questions et ça vous permettra d'avoir un peu plus de vision sur votre client idéal. Voilà pour les réponses aux questions que vous m'avez posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire et un pouce en l'air, cela m'aide énormément. Merci beaucoup et à samedi prochain.